Salut, c'est Tino, bienvenue à tous sur la chaîne de Massilia Zone pour ce 27e épisode de Dans la Zone, votre podcast hebdomadaire à ne pas manquer sur l'Olympique de Marseille, puisqu'on décrypte l'actualité du club avec des chroniqueurs réguliers de qualité que vous découvrirez évidemment tout au long de la saison, puisque aujourd'hui j'ai à mes côtés Samy, sévère mais juste, Yacine, supporter de l'OM mais aussi du Celtic, hein, c'est son côté irlandais, écossais, puisque vous avez vu son t-shirt ne doit pas passer inaperçu. Enfin, vous l'avez pas dans le cadre, mais nous on l'a vu. Et On l'a puis, vu, ouais. et puis il y a Kylian. Kylian, le seul mec que j'ai vu aller au stade en chemise blanche, c'était contre l'Atalanta, mais c'est normal puisque Kylian est accrédité presque à chaque match à domicile et nous fournit pas mal de contenu les jours de match. Les gars, j'espère que tout va bien pour vous et j'imagine que la trêve vous fait du bien parce qu'il y a eu des victoires, mais c'était un peu mouvementé. Je m'en fous de voir le Guatemala et le Burundi se qualifier pour la Coupe du Monde, moi. Franchement, Ah, il y a le Tu Congo quand préfères même, que respect. l'OM, donc. Bon, Yacine, ça va? Ça te fait du bien aussi? Ouais, franchement, enfin, vu que les derniers résultats, comme tu l'as dit, n'étaient pas parfaits, même si Le le jeu, dernier ouais. match avant la trêve s'est terminé, soldé par une victoire. Après, ça fait plaisir aussi de voir que voilà, l'équipe de France s'est qualifiée, qu'il y a des joueurs à nous, un peu par-ci par-là, qui se qualifient, ou d'ex-joueurs qui deviennent des héros nationaux comme hier soir. Par rapport à Chancel Mbemba. Mais voilà, la trêve va se terminer, donc c'est bien, c'est une petite parenthèse, en espérant que voilà nos joueurs reviennent avec motivation et détermination pour retrouver l'OM. Et ouais, détermination, parce que ça va enchaîner. On a un calendrier alléchant, tout comme le programme d'aujourd'hui, parce que ça va débattre. On va commencer par parler de la potentielle recrue au milieu de terrain lors du mercato hivernal. C'est l'info, en tout cas, qui est sortie sur l'équipe, comme quoi l'OM cherche déjà un peu pour son milieu de terrain. Puis on embrayera sur Pierre-Émile Heubière, notre vice-capitaine, qui intéresse de près la vieille dame pour cet hiver. Vous connaîtrez aussi notre avis sur un probable départ, enfin possible départ du Danois. Puis on se demandera aussi si Aubameyang ne rate pas trop d'occasions. On en profitera pour parler aussi de Guiri. Et pour finir, le débat du jour, faut-il prioriser le championnat à la Ligue des Champions? Sur quoi fait-on all-in? S'il y a un débat, en tout cas, s'il y a un all-in. Et puis, serait-ce un échec aussi de ne pas finir dans les 24 premiers? Moi, j'ai peut-être déjà ma réponse. En tout cas, bienvenue dans ce 27e épisode de Dans la Zone sur Massilia Zone. Likez, commentez, partagez. L'espace commentaire, c'est aussi fait pour débattre. Donc, sachez que on lit tous les commentaires, donc vraiment, vous gênez pas. Et puis, rejoignez aussi la communauté sur Insta où Maxime fait un énorme boulot sur Twitter, où tu as Mehdi et Ariles veillent au grain pour vous informer. Bref, on va commencer. Bon, pour la recrue au milieu, on va imaginer d'abord que Heubière reste, on en parlera après, et que le milieu reste en l'état. Donc, on a, pour rappel, Gomez, Nadir, Heubière, Bakola, Kondogbia, Vermeeren, O'Reilly, qui sont déjà actuellement présents dans l'effectif de l'Olympique de Marseille au milieu de terrain. Samy, quel profil toi t'irais chercher si jamais on va vraiment recruter quelqu'un cet hiver? au milieu de terrain, on a beaucoup de noms, mais pas beaucoup de qualité. Tu viens de citer, je ne sais pas combien de noms, mais en qualité, c'est très maigre. Pour moi, il manque de profil. Il manque un profil qui va faire de l'abattage, qui va faire des compensations, qui va mettre de l'impact, qui va venir chipper les ballons dans les pieds, qui va pas laisser l'adversaire avancer parce qu'on prend beaucoup trop de buts où l'adversaire est dans un confort pour, euh, pour placer la passe qui va casser la ligne vers l'avant. Il y a cette fameuse passe de Quentin Merlin contre Rennes au début de saison, mais ça, c'est un but qu'on a pris toute la saison dernière. Donc il y a ce mec-là qui va être le chien de garde de la défense qu'il nous faut absolument. Et de la même manière, il nous faut un autre profil avec ballon cette fois-ci, qui va porter le ballon sur de longues distances, parce que contrairement à ce que pense Roberto De Zerbi, on ne peut pas passer d'une surface à une autre juste en faisant des combinaisons de passes à toi, à moi. Il faut aussi à un moment donné qu'il y ait un joueur qui marque une rupture avec ce qui se fait dans la première partie du terrain, l'organisation du jeu, le fait de casser le pressing adverse avec des organisateurs excellents qu'on a, comme Vermeeren, comme Heubier. C'est des joueurs qui peuvent jouer en une touche. Et une fois que tu as cassé ce rythme de pressing, une fois que tu as fait ce jeu en une touche, il y a un mec qui va recevoir le ballon de devant et qui va devoir, par le contrôle, qui va devoir, par voilà, une enjambée, casser les lignes et apporter un peu d'imprévisibilité, de déséquilibre devant pour derrière pouvoir porter et servir ses attaquants. Et aujourd'hui, ce joueur-là, on l'a pas, donc il nous faut absolument, pour donner une image, pour illustrer un peu, je vais illustrer avec des joueurs qui sont déjà passés par chez nous.
Bennacer faisait ça très bien. Enfin, Bennacer en forme faisait ça très bien. Mais Bennacer, il avait la chance d'avoir les deux casquettes. Il avait la casquette du joueur qui peut aller jaillir dans les pieds et mettre de l'impact. Et il avait aussi la casquette du joueur qui pouvait porter. Un peu plus lointain, un joueur comme Guendouzi fait ça très bien. C'est un joueur qui casse des lignes et c'est un joueur qui met de l'impact. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça fait plusieurs années que j'ai pas vu à l'OM des passes des passes dans des intervalles, des passes qui vont casser des lignes, des passes qui vont transpercer deux lignes resserrées. Je vois que des passes de combinaison, je vois que du jeu en triangle, je vois que des carrés, je vois des formes géométriques, mais je vois pas assez de verticalité par la conduite de balle ou par la passe. Et ça, c'est parce que on a un entraîneur qui, faut le dire, n'aime pas la verticalité et il nous faut ces profils-là parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on en manque. Ça va être intéressant de comparer avec Højbjerg qui a des stats quand même étonnantes, mais tu voudras peut-être me contredire là-dessus parce que je me suis noté quelques statistiques, Samy, qui prouvent un peu le contraire par rapport à Højbjerg, mais on pourra en discuter. Est-ce que, Yacine, toi, tu es d'accord avec le fait, bah, Samy, ce que tu décris là, c'est quand même un milieu, est-ce que je peux dire box-to-box? C'est un joueur qui va venir défendre, gratter des ballons, Ouais, mais mais pour moi, aussi il faut deux participer. milieux. Ah, deux J'essaie milieux. de ne pas faire plus trop long parce que j'ai déjà assez parlé, mais là, l'info qui est sortie, c'est que l'OM cherche un milieu. Mais pour moi, il faut deux milieux. Ok. Il faut vraiment Ah, deux c'est pour milieux. ça. Ok. Mais ça implique aussi d'en faire partir certains qui sont déjà là. Alors Yacine, est-ce que tu es d'accord avec... Je t'ai vu un peu faire la grimace, Yacine. Non, en fait, c'est pas la grimace, c'est oui et non, dans le sens où, alors, je vais dire le oui d'abord. Effectivement, c'est important d'avoir un entraîneur, enfin, c'est important d'avoir un joueur capable de casser ces lignes-là. Maintenant, dans le sens, alors, je pense qu'on l'a. Je sais qu'on va dire que je suis forcing avec O'Reilly, parce que ça s'est vu. Je pense aussi à Holberg. Holberg a été capable de le faire aussi. Maintenant, Samy, faut aussi se poser la question pourquoi Deserbi, si jamais c'est le cas, pourquoi Deserbi préfère ce genre de petites combinaisons, de petites passes et pas forcément des joueurs qui font de longues passes en avant. Le problème, c'est que tu fais ces longues passes, il faut que tu sois sûr aussi d'avoir un attaquant qui ait de la vitesse. Est-ce que tu penses que Aubameyang soit l'attaquant qui soit capable d'avoir cette vitesse? On va mettre de côté Greenwood parce que je pense que Greenwood peut l'avoir, mais non plus on n'a pas vraiment un joueur rapide. Quand je dis vraiment rapide, parce qu'il faut pas oublier que premièrement, Aubameyang, c'est plus le Aubameyang d'il y a 5 ans, c'est pas le Aubameyang d'époque. Qu'en ce moment, il est dans une période difficile. Donc, faut aussi avoir cette certitude d'avoir un joueur qui soit capable d'aller capter le ballon et d'aller courir assez vite, de taper un sprint pour aller loin devant et potentiellement marquer un but. Premièrement. Deuxièmement, une fois que tu as ça, je pense que des joueurs comme Højbjerg ou O'Reilly peuvent vous faire ça. Alors c'est très bien que tu aies parlé le cas de Bennacer. C'est vrai que Bennacer était capable d'avoir à la fois ce jeu-là et en même temps d'avoir cet impact physique. Comme tu dis, là je te suis parfaitement. Ce qui n'est pas le cas de O'Reilly, mais on l'avait dit lors de sa présentation, c'est pas un joueur qui va faire de longues pressing haut. C'est pas un joueur qui va forcément avoir un impact physique. Moi, je l'avais dit quand je l'avais présenté, c'est un joueur sur lequel j'attends surtout et qu'on doit attendre surtout, qu'il soit capable de faire la bonne passe à la bonne personne au bon moment avec du coup le bon timing. Et c'est ce qu'il a fait à différentes reprises avec nous. Donc c'est pour ça que je suis à la fois d'accord avec lui sur la partie Ben Nasser, je suis très d'accord avec Samy, il n'y a pas de problème. Maintenant sur la partie Deserbi, est-ce que voilà la question c'est est-ce qu'on a un attaquant assez rapide pour justement avoir ce jeu loin en avant, enfin Mm. après une passe en avant, d'être capable de récupérer le ballon. Mais le truc, c'est que Samy, toi, je pense que tu parlais pas forcément du jeu long en profondeur, mais plus du jeu court dans les intervalles, Non, trouver non, des petites combinaisons. je parlais pas de jeu long ni de jeu en profondeur. Je parlais vraiment quand tu es au milieu de terrain, un joueur qui va mettre une passe qui ne soit pas une passe à 2 mètres, qui soit un peu plus loin que 2 mètres. Et on ne voit que des passes à 2 mètres à l'OM. J'ai Yeah, vraiment je besoin pense, d'avoir un joueur qui va je pense, capter des lignes, faire des passes dans un intervalle, faire des passes risquées en fait. Pour moi, ça implique pas qui va la recevoir et dans quel espace il va la recevoir. Moi, je parle vraiment d'amener le danger aux abords de la surface adverse par des passes risquées. Et en fait, l'OM ne s'approche des surfaces adverses que par des combinaisons. Alors ça, c'est esthétique, c'est beau à voir parfois quand ça marche, mais c'est pas le chemin le plus court pour arriver dans le camp adverse. Et moi, quand on dit le fameux poncif, le jeu est trop lent
et qu'on met du temps et que ça ronronne trop, ça Mm. passe par là. Ça passe par parfois, pas tout le temps, parfois emprunter le chemin le plus court. Et le chemin le plus court, c'est pas des passes en profondeur, mais c'est des passes qui cassent des lignes, des passes risquées entre deux joueurs, entre deux lignes, et ça, on le voit pas. Kylian, est-ce que tu penses qu'il y a un monde où Roberto De Zerbi, justement, on l'a vu se séparer de Harit, on l'a vu se séparer aussi de Ismaël Koné, Comme par bon, hasard. pour des soucis un peu plus peut-être comportementaux, il connaît, vu que il connaît, pardon, Bah, c'est un Koné, entraîneur qui s'est pas battu, c'était un indésirable, mais c'est un entraîneur qui s'est pas battu, par exemple, pour garder un joueur comme Unai. On va me dire Unai, c'était un indésirable, mais par exemple, quand voilà. De Zerbi, il arrive, Lirola, c'était un indésirable, et pourtant, il s'est battu pour le garder. Pareil pour Kondogbia. Donc, bizarrement, tous les joueurs qui Et sortent un pour peu Rudy des cases, Garcia aussi. bizarrement, aujourd'hui, ils sont plus là et il s'est pas trop battu pour les garder. Mais c'est un Pa- hasard, hein. Et en Parce que remplacement, on a eu des joueurs qui sont tout le contraire de ces joueurs-là. Mais ça aussi, c'est un hasard. Parce que ce sont des joueurs qui rentrent effectivement dans le cadre que Roberto De Zerbi a donné. Effectivement, tu l'as dit, Samy, ce jeu où on va attaquer, mais par l'accès à certaines positions, à certaines zones. Voilà, c'est ce jeu de position de Roberto De Zerbi. Et Kylian, toi, bon, effectivement, nous, on désirait avoir un milieu un peu plus créatif, créateur, avec des passes un peu plus risquées. Mais c'est un peu utopique, non, Samy et Kylian, tu me diras ce que tu en penses de vouloir un joueur plus créatif pour Roberto De Zerbi, alors que lui-même, enfin, j'allais dire, déteste ça, mais n'aime pas forcément qu'on prenne trop de risques et qu'on Ouais, bah, c'est ça qu'il a s'expose à dit. la perte de balle. Oui, bah, à un moment, ça va bloquer, mais ça, c'est pas mon problème, c'est son problème à lui et aux dirigeants. Que moi, j'entends dire parfois, oui, c'est bien, De Zerbi, c'est un entraîneur qui se remet en question, qui se remet en question. Donc, peut-être qu'au bout d'un an et demi, il va se remettre en question et il va se dire que apporter un peu plus de risques dans son jeu de robinet d'eau chaude, d'eau tiède, ça va pas être la fin du monde et il va pas prendre trois buts à chaque match pour autant. De toute façon, dans tous les cas, on concède beaucoup d'occasions. Avec ce jeu aussi peu risqué, on concède beaucoup d'occasions. Donc je me dis qu'apporter un tout petit peu plus de risque, ça va pas nous tuer non plus. Je vais laisser parler Kylian parce que j'ai beaucoup monopolisé la parole depuis tout à l'heure. Kylian, c'est un peu paradoxal qu'on entend aussi de la part de Samy, et pourtant il n'a pas complètement tort, mais De Zerbi demande à Vermeeren de prendre plus de risques dans les passes, lui dit oui, tu vas pas mourir si je perds un ballon, et pourtant ce que dit Samy est un peu réel. Alors toi, quel profil t'irais chercher euh, tout simplement, et est-ce que si c'est un profil non pas créatif, puisque on l'a dit, De Zerbi est un peu frileux là-dessus, mais un profil un peu plus dans le cadre Roberto De Zerbi, qui est-ce que tu irais chercher par exemple? Bah, moi, en fait, je suis totalement en phase avec ce que dit Samy, notamment au niveau de la créativité. Moi, je trouve que notre milieu de terrain manque cruellement de créativité. Je trouve que c'est beaucoup trop stérile ce qui se passe au milieu de terrain. Alors oui, tu as des joueurs comme Højbjerg, comme O'Reilly, qui ont été capables sur certaines séquences, notamment sur la très bonne phase de l'OM entre septembre et octobre, de faire ces passes qui cassent les lignes, d'apporter un petit peu de verticalité et de fluidité dans le jeu. Mais le problème, c'est que ça a été vu sur trop peu de séquences même dans les matchs où l'OM a plutôt excellé, les matchs contre Metz, les matchs contre l'Ajax, les matchs contre Paris notamment, ça a été des moments qu'on a vus sur trop peu de séquences, même dans les matchs où l'OM a été très très bon. Donc il y a un gros problème de créativité, notamment à ce poste-là. Et moi, j'irais vraiment chercher ce milieu de terrain qui est capable au milieu d'apporter le danger, de créer du danger par la passe, et vraiment, en vrai, même pas par la passe au niveau pour casser des lignes, mais même au niveau pour porter le ballon. Il y a des joueurs qui sont capables, par des percées, avec le ballon, de casser plusieurs lignes, rien que par la conduite de balle. Et je trouve qu'au milieu de terrain, on a trop peu de joueurs qui sont capables de le faire. Donc moi, c'est vraiment au niveau de la créativité que je pointe vraiment le doigt de ce milieu de terrain parce que il y a des matchs où ça ronronne, quoi. Il y a des matchs où le milieu de terrain fait des choses très, très classiques, du jeu en triangle, du jeu en carré, par moment, on va avoir un Gomez qui va essayer de prendre des initiatives et d'aller envoyer ou faire quelques passes vers l'avant, mais c'est souvent des passes qui sont soit pas dans le bon tempo ou soit où c'est pas là où le jeu le demande. Donc moi, je trouve qu'il y a un gros souci au niveau de la créativité, notamment au milieu de terrain. Et pour moi, cet hiver, c'est vraiment là où j'irai chercher un profil adéquat pour régler ce souci-là. Moi, je pense pas que ce soit un problème de profil. Le problème vient, comme l'a dit Samy, de plus du banc et des consignes. O'Reilly, je pense pas que O'Reilly soit un joueur pas capable de faire des passes verticales et on le voit. Et je pense que Yacine, tu vas nous dire, tu nous diras pas le contraire. Pareil pour Højbjerg. Je pense que ce sont des joueurs qui sont pas bridés, mais qui doivent rentrer dans les
alors vous allez me dire, c'est la définition de bridé, mais qui doivent rentrer dans le cadre de leur entraîneur. Yacine, est-ce que tu t'interprètes cette info comment? Est-ce qu'on va voir partir quelqu'un? Est-ce qu'il y a un mécontentement de Roberto De Zerbi? Est-ce que tu le vois est-ce que comment tu vois cette info-là qu'on va aller chercher un milieu de terrain alors qu'on en a déjà 7? Alors, d'abord, je voudrais juste préciser un truc. En fait, pour moi, comme tu l'as dit, c'est que juste un entraîneur, en fait, voilà, il a son style de jeu. Après, que ça te plaise ou non, en fait, voilà, pour répondre à sa vie, il faut que les joueurs l'acceptent. C'est peut-être pas forcément ce qui convient au jeu, mais un entraîneur, voilà, une fois que je te dis, c'est mon style de jeu, on peut trouver ça têtu, et effectivement, hein, ça peut être des fois très têtu. On a des entraîneurs qui sont très bornés, mais ils vont dire, écoute, c'est ma vision du jeu, soit tu l'acceptes, soit je te fais pas jouer, c'est tout, c'est comme ça. Ça peut des fois sembler très brutal. C'est vrai qu'on a des fois des entraîneurs qui s'obstinent, mais eux, ce que cherche un entraîneur, c'est quel joueur entre dans ma philosophie de jeu. Alors effectivement, c'est Est-ce qu'il vrai aime pas que Samy? je sais que c'est ce qu'il aime pas. Et d'un côté, je peux le comprendre parce que c'est chiant. T'as l'impression qu'un entraîneur n'est pas capable de voir qu'il y a d'autres possibilités. Mais il va te dire, l'entraîneur, écoute, moi j'ai bossé comme ça, je vais pas commencer à m'amuser là maintenant en novembre à trouver une autre philosophie de jeu. On fera ça, il va te dire le temps voulu. Mais là, voilà, les joueurs ont commencé à trouver des automatismes qu'on a pu voir dans la première partie de saison. On avait vu que c'était fluide, c'était limpide. Et avant de répondre à ta partie, enfin à ta question, Sino, j'ai une question pour euh, pour Samy. Sur les derniers entraîneurs qu'on a eu, on voit qu'il y a un peu de ressemblance. Tudor, euh, Deserbi, bien ça. Je parle sur les entraîneurs qui ont plutôt bien marché à Marseille. Sur les entraîneurs qu'on a vus là, lequel te convient le plus en termes de style de jeu? Je connais déjà la réponse. Et Je Samy connais la l'est plus. réponse Vas-y, aussi, hein. Samy. Vas-y, Samy. Non, bah, Lequel avait cette prise de risque? Lequel avait cette prise de risque que tu aimes tant? Vas-y. déjà, t'as commencé la question par une affirmation avec laquelle je suis pas du tout d'accord. Tu as dit sur les dernières, on voit des ressemblances. Et pour moi, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on voit aucune ressemblance et on a des opposés parce qu'on avait un entraîneur comme Igor Tudor qui lui assumait le déséquilibre et qui ne cherchait pas du tout à être équilibré. Et on a de l'autre côté un entraîneur comme Roberto De Zerbi qui prétend chercher le déséquilibre, mais qui, quand il le trouve, ne l'assume pas parce que il dit je vais mettre des joueurs en position de 1 contre 1, je vais mettre des attaquants, je vais mettre des offensifs, mais en fait pour chaque offensif j'ai besoin de trouver son pendant qui va faire sa couverture et donc moi ce que ça s'appelle ne pas assumer le déséquilibre alors que Igor Tudor il disait bah je vais envoyer tout le monde à la guerre et je m'en fous de qui je vais garder en couverture si je caricature un peu donc moi tu l'auras deviné ce qui me correspond le plus c'est le jeu d'Igor Tudor mais même un entraîneur qui ressemble un peu plus à Roberto De Zerbi comme Jorge Sampaoli, on voyait certes du handball pendant 6 mois, la deuxième partie de saison, mais il y a des séquences où on a vu beaucoup plus de football, beaucoup plus de verticalité, sans que ça Il soit n'y avait du pas Igor hier. Tudor, hein, ça restait quand même du jeu de position, on a vu beaucoup plus de verticalité qu'avec Roberto De Zerbi. On a vu beaucoup de choses dont a parlé tout à l'heure Kylian, de jeux vers l'avant, de passes verticales, de joueurs qui vont faire des conduites de balle au pied, qui vont casser des lignes sur 5-10 mètres avec Jorge Sampaoli. Et en plus, on avait l'impression qu'il y avait du danger parce que, ok, il y avait du ronronnement, ok, il y avait du redoublement de passe, mais au moins le redoublement de passe, il se faisait aux abords de la surface. Donc, quelque part, tu avais l'impression que bah, le danger n'est pas loin. Là, ton redoublement de passe, tu le fais au rond central, le but adverse, il est à 50 mètres, ça renforce l'idée que tu n'es pas dangereux et que tu es inoffensif. Je vais justement répondre sur moi. Enfin, moi, comment je le vois, je trouve que les jeux, que ce soit Sampaoli, que ce soit Tudor, que ce soit Deserbi, se ressemblent assez. Même s'il y a effectivement quelques variantes. Effectivement, Tudor, peut-être qu'il poussait plus dans l'intensité, dans le pressing, dans l'agressivité. Le problème avec ça, c'est que d'ailleurs, tu dois assumer le fait que tes joueurs, tu les crames. Tu les crames avant la fin de saison. Un Mais, entraîneur comme Deserbi, parce que t'as beaucoup. on est en novembre, on est parti jouer à Auxerre avec la réserve parce que nos joueurs, ils sont cramés. Donc de toute Bah donc, façon, dans tous les cas, nos joueurs, ils sont cramés. Là, Les notre jeu, gars, il n'est les pas gars, oui, énergivore. Il n'est pas énergivore comme celui de Tudor, notre jeu. Pourtant, on est au mois de novembre et les mecs, ils sont déjà cramés. Donc autant les cramer encore plus. ouais, mais oui, mais le truc, c'est que Yacine, Ça fait regarde, ta trois dernière semaines, ça fait réponse trois après, semaines qu'on peut pas après on aligner. clôture. Ça fait trois ouais, semaines bah, qu'on peut pas aligner un 11 Samy, potable parce que les mecs, ils sont cramés.
Samy, je laisse parler Yacine. On en reparlera en privé parce que voilà, comme tu l'as dit, leur tourne. Après, par rapport à ta question, Tino, j'ai oublié donc un milieu. Je peux rejoindre Samy sur ce qu'il a dit. Effectivement, peut-être prendre quelqu'un, mais dans ces cas-là, qui part? En fait, c'est ça la question. Moi, c'est pas la question J'ai qui l'impression que c'est vient. ça. Moi, la question, c'est pas qui vient, c'est qui part du coup. Hmm. J'ai Parce l'impression que qu'il y aura un départ. on va pas s'amuser à collectionner les milieux. Alors ouais, ça peut être pratique. Tu peux faire tourner, tu peux mettre un tel pour la Coupe de France, lui tu le mets pour la Champions League, lui tu lui donnes 20 000 par là. Mais au bout d'un moment, t'as tellement de milieux, t'en fais quoi? L'autre, il sert à quoi? Il va attendre que les deux se blessent pour espérer jouer. Non, c'est bon. Oui, Il oui. y a une En plus, malade. Donc Si je peux répondre à Yacine, moi, je pars du principe que si tu fais venir du coup un milieu créatif, du coup, comme je le disais précédemment, pour moi, celui qui serait plus à même à partir, ça serait Angel Gomez. ouais, c'est ce que je me dis. 6 mois Moi, et il y a des joueurs qui c'est sont déjà ça. partis au bout de 6 mois. Bah oui, il y a déjà des Mais joueurs qui sont déjà partis au bout de 6 mois à l'OM et ce serait pas. ouais, Moi, en tout cas, je serais pas choqué de voir Angel Gomez déjà être déjà poussé vers la sortie en janvier. Si tu fais venir justement ce milieu créatif que j'expliquais récemment et ce milieu qui va t'apporter une plus-value dans ton jeu, qui au milieu de terrain est souvent un peu stérile et un peu moribond, avec notamment ce redoublement de passes comme Samy le disait notamment. mais Moi, Kylian, moi, D'ailleurs, Angel Gomez, il est venu à l'OM, en tout cas moi j'ai la conviction depuis le début qu'il est venu à l'OM uniquement pour de la création de valeur financière et pas pour autre chose. peut-être, L'OM a sauté sur l'occasion parce que c'est dit, un jeune joueur anglais, c'est l'opportunité parfaite pour le vendre à la Première Ligue dans 6 mois, dans un an. peut-être. Je pense surtout que qu'il arrive libre aussi. le but, c'était, bah justement, je pense que même s'il coûte 2 millions d'euros, jamais l'OM le fait venir. Même à 500 000 euros, jamais l'OM le fait venir. L'OM saute dessus parce qu'il est gratuit et se dit dans un an, c'est un joueur que je peux facilement revendre international anglais ou esport, je sais pas, que je peux International facilement anglais. revendre en première ligue. Il est jeune, il a 24 ans. Dans un an, ça se revend facilement en première ligue. C'est un joueur, voilà, formé à United, etc. Donc c'est pour ça. Je pense que le truc au début, c'était de se dire on va le vendre dans un an. Mais là, vu comment ça se passe, vu comment c'est moyen, je pense qu'ils doivent se dire, bah, ce qu'on avait prévu de faire dans un an, on va peut-être le faire là maintenant en janvier. On va récupérer l'argent maintenant en janvier. Ça va nous permettre de faire ce qu'on n'a pas pu faire. Il faut pas oublier ce qu'on n'a pas pu faire cet été, parce que cet été, le milieu de terrain, on pensait que c'était le secteur sur lequel il fallait y allait avoir le moins de travail. Mais à 10 jours de la fin, tu t'es rendu compte que à cause de l'affaire Rabiot, tu devais tout refaire. Mais t'as pas eu le temps de le faire en 10 jours. Donc je pense qu'ils se sont Hmm. dit, on va stabiliser le milieu de terrain pendant 6 mois avec les sénateurs, là, Gomez, O'Reilly, je sais pas quoi. Et puis le vrai travail du milieu de terrain, on le fera en janvier. Et ça passera par une vente, je pense, de pour Gomez. toi, tu vois Gomez et Roaillet comme des espèces de pansements, quoi. Oui, exactement. Voilà, c'est ça, c'est le bon mot, comme des pansements avec lesquels tu vas bricoler sur un laps de temps relativement court. Alors O'Reilly, c'est différent parce que O'Reilly, je pense qu'il est Samy est protégé courte, hein. par le fait. O'Reilly, je pense qu'il est protégé par le fait que ça soit un prêt et que tu peux pas le faire partir là en janvier. C'est un joueur que tu vas garder en backup sur la deuxième partie de saison. Mais je pense que le vrai travail du milieu que tu aurais dû faire l'été dernier, tu vas le faire là cet hiver au milieu de terrain. Kylian, dernier mot sur ce sujet. On est quand même à 25 minutes d'émission. Bon, ça fait du bien de parler aussi, c'est très intéressant. Kylian, est-ce que le milieu de terrain créatif dont a besoin Samy et dont a besoin Juste aussi une Gongib? correction. Je parle Ouais, parce que quand on utilise ce mot créatif, les gens ils pensent directement à un numéro 10. Je parle pas vraiment de non? milieu de terrain créatif. Oui, Je parle vraiment d'un milieu de terrain relayeur. Je parle pas vraiment parce que créatif, ça sonne un peu comme milieu offensif, 10. Alors oui, j'aimerais bien, pourquoi pas. Mais moi, je parle vraiment plus d'un relayeur, vraiment d'un mec qui va jouer relativement assez bas, un 8 en fait. Mais pas vraiment d'un créatif, je parle vraiment d'un mec, un relayeur, quoi. Mais en fait, on a perdu la notion de milieu relayeur tellement De Zerbi a détruit ça uniquement avec des milieux à la chaîne, en fait, qui travaillent à la chaîne. Moi, je reçois la passe de lui, je sais que je vais devoir faire la passe à lui. Mais on n'a pas de milieu relayeur. Et Højbjerg, c'est un organisateur, c'est un excellent organisateur. Vermeuren, c'est un excellent organisateur. O'Reilly, je sais pas ce que c'est. Gomez, pareil, je sais pas ce que c'est. Mais on n'a pas de relayeur. moi je pense que Ahmed Junior Traoré va revenir faire endosser ce rôle, même si Ah, c'est par un exemple, ailier. Ahmed Traoré, ça peut être le créatif, mais tu auras toujours le manque du milieu relayeur. Hmm. Tout à fait. Bon, en tout cas, bon, c'est la Mais question que je voulais te poser, j'ai Kylian, mais coupé on a. Kylian parce que tu voulais poser une question à Kylian et je l'ai coupé. Non, mais c'était par rapport à Ahmed Junior Traoré, mais je vais plutôt
le solliciter sur le cas Højbjerg, notre vice-capitaine, 30 ans, qui vient de les prendre en août là. Bon, 48 matchs avec l'OM déjà, Højbjerg, cette saison, 16, pardon, 13 titularisations. Il a été présent sur tous les matchs. Qu'est-ce que tu ferais? On a entendu que la Juventus, Kylian était un peu sur notre Danois. Est-ce que tu le laisses partir? C'est ça la question. Bah, moi, franchement, je dirais à la Juve de revenir dans 6 mois, hein, je 20 pense. millions d'euros, tu le lâches pas? En fait, ça dépend de ce que tu fais avec les 20 millions d'euros. Si avec ces 20 millions d'euros-là, tu peux revenir sur tes pattes et donc du coup investir dans un profil au milieu de terrain que tu recherches. On a parlé du milieu créatif ou du milieu relayeur comme c'est comme on le souhaite, mais oui, peut-être. Mais après, moi, je pars surtout du principe qu'on est quand même à mi-chemin quasiment de la saison. Ça reste quand même ton leader, un leader vocal, un leader même de vestiaire. Et je trouve que le signal envoyé de le laisser partir dès Mm. le mercato d'hiver serait pas non plus un très bon signal envoyé au groupe. C'est pour ça que moi, je pense qu'un Højbjerg, même si je suis quand même assez dur avec lui parce que je trouve ses performances depuis le début de la saison un petit peu irrégulières, je pense que ça reste quand même un joueur important dans le vestiaire, un leader, un joueur qui est aussi important pour les jeunes aussi, une épaule sur laquelle les jeunes peuvent s'appuyer aussi. Et je me dis que sur une saison qui est plutôt bien engagée en Ligue 1 et avec du coup la Coupe de France et la Ligue des Champions, je pense que c'est un joueur qui va nous faire du bien et un joueur sur lequel on peut compter. Donc moi, je le garderai du moins jusqu'à la fin de la saison. Mais par contre, l'été prochain, je pense que l'été prochain, j'aurai aucun mal à le laisser partir. Franchement, moi, s'il y a la même offre qui revient l'été prochain, moi, je Y a serais pas de totalement souci. ouvert à le laisser partir. Samy, bon, ce serait. Moi, je suis d'accord avec toi, Kylian. Je pense qu'on se foutrait un peu dedans si on le lâche maintenant. Mauvais signal. C'est quand même un joueur qui a bien assimilé les préceptes de De Zerbi, donc faut pas le laisser partir. Ce qui est bizarre avec le cas Højbjerg, c'est que on a l'impression que effectivement, parfois, il peut se traîner, etc. Mais il est très très important dans le système de Roberto De Zerbi. Il est au four et au moulin. En fait, il est partout. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Samy. En tout cas, moi, j'ai quelques stats par rapport à son activité balle au pied. Il est dans les. Alors, bon, les stats, ça veut dire ce que ça veut dire. Nous, on regarde les matchs. Regarder les matchs, c'est important aussi. Mais on peut s'appuyer sur quelques statistiques. Il est dans les 5 derniers centiles des 5 grands championnats européens sur Evray par rapport aux passes progressives et dans la distance de celle-ci. Il est premier dans les passes vers le dernier tiers. Voilà, c'est le gratin du football européen en termes de passes réussies. Bon, ça c'est normal, il en reçoit tellement. Et des portées de balles vers le camp adverse. Est-ce que quand tu entends ces statistiques, Samy, tu as envie pas de les démentir, mais de les atténuer ou d'encenser aussi Højbjerg? Tu te dis, ok, là, oui, ça prouve que Højbjerg est quand même importantissime et un peu sous-coté dans cette importance. Démentir, non, parce qu'on ne peut pas démentir la réalité. Les atténuer, oui, parce que moi, c'est un excellent organisateur de jeu. Et donc, et la preuve, c'est un joueur, c'est le premier joueur que trouve la défense Balerdi à Gerd quand ils font leur relance. Ils jouent juste Donc tu devant l'as la ton milieu défense. relayeur. Non, c'est pas ça un milieu relayeur. Le milieu relayeur, c'est le mec qui va jouer juste devant lui. C'est pas le mec qui va jouer devant la défense, le milieu relayeur. C'est justement le mec qui va faire la transition entre l'organisation du jeu et la phase d'attaque, en fait. Et ça, c'est une étape qui est encore plus importante dans le jeu de De Zerbi, parce que le jeu de De Zerbi, c'est un compromis entre du jeu de position et du jeu de transition, parce qu'il y a une première phase qui est du jeu de possession, effectivement, et par contre, son objectif à lui, c'est justement que ça gicle très fort dans la deuxième phase. Mais justement, tu as besoin d'un mec qui fluidifie le jeu à la porte de la deuxième phase. Et ça, Højbjerg ne peut pas le faire. Alors il le fait, parce que justement, on n'a pas de profil pour le faire. Mais pour moi, il le fait pas assez bien. C'est un joueur un peu, ça c'est pas de sa faute, hein. C'est un joueur un peu pâteau, un peu lourd, pas Hmm. forcément un joueur qui a une grande mobilité. Donc il nous manque ça. Mais les stats, moi j'ai jamais renié l'apport de Højbjerg. C'est un excellent joueur, un excellent organisateur. Mais le problème en fait de Højbjerg, c'est qu'on le critique pour des choses qu'il ne fait pas parce que on l'associe toujours à un mec à côté de lui qui lui ressemble. Et donc, ce que Højbjerg ne peut pas apporter dans la logique, bah, le mec à côté de lui, c'est que ça doit être complémentaire. Et quand on lui met O'Reilly à côté de lui, qui lui ressemble mais qui est en moins bon, ou Vermeeren,
qui, par exemple, ne peut pas aller mettre de l'impact ou qui n'arrive pas à porter le ballon balle au pied et qui joue très bien en organisateur de jeu, bah forcément, on se retourne vers Rebière, on lui dit, mais c'est à toi de le faire. Alors que si tu lui mets à côté de lui un mec qui est capable justement de porter le ballon et de casser des lignes, de casser des passes vers l'intervalle, dans les intervalles, on mettrait beaucoup plus le travail d'organisation de Rebière, le travail de compensation. C'est un joueur aussi qui est capable de mettre de l'impact, qui est le problème aussi, c'est que comme nous, 90% du temps, on défend sur des attaques qui sont déjà lancées, on défend en transition. C'est rare où l'OM défend sur des attaques placées, parce que l'OM domine ses matchs. Donc tu défends en transition. Et comme c'est un joueur un peu pâteau, c'est un joueur qui a du mal à venir casser des attaques qui sont déjà en cours. Il a l'air Euh, lourd un peu. Il souffre de ça. il souffre de ça. Donc ça, mais par contre, quand sur du jeu arrêté, sur du duel arrêté, il est très fort pour venir mettre des coups, Ouais. ça, il est très fort. Mais pour casser des attaques déjà lancées, il a énormément de mal. Effectivement, on va passer très rapidement sur Højbjerg. Du coup, Yacine, je te pose un peu la même question qu'à Kylian. Toi, pour toi, ce serait de se tirer une balle dans le pied de lâcher Højbjerg cet hiver? En hiver, pour moi, ce serait trop tôt. Pour moi, Mm. ce serait trop tôt parce que après, t'as tout dit. En fait, c'est que il fait au-delà du fait de l'importance qu'il a, on le voit aussi notamment au temps de jeu. C'est le joueur le plus utilisé de l'effectif cette saison. J'ai la stat devant moi. C'est quasiment autant que Geronimo Rulli. Enfin, le seul joueur qui fait plus que lui, c'est Mm. Geronimo Rulli parce que voilà, c'est le gardien. Mais O'Reilly, Holberg, pardon, il a 1239 minutes. Mm. Il est à 1239 minutes. Comme tu l'as dit, voilà, c'est un joueur, je pense, qui comprend les attentes de De Zerbi. Là où je peux rejoindre Samy, effectivement, c'est que j'ai l'impression que O'Reilly, Holberg Holberg a du mal en fait à être excellent à cause de la personne qui est à côté de lui. Je prenais souvent, moi, je me rappelle, il y avait la saison passée. J'aimais beaucoup. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'entente, beaucoup plus d'automatisme entre Holberg et Rabiot Mm. que là maintenant, je sais pas avec qui Holberg pourrait plus s'entendre. Alors certains ont dit la Danish Connection avec O'Reilly parce que voilà, il était danois et c'est vrai qu'au début ça marchait plutôt bien, sauf que le problème c'est que ouah, ça s'est juste plutôt bien vu sur deux trois matchs. Je pense qu'il aurait fallu tirer des conclusions avec beaucoup plus de matchs pour prendre du recul. Après, on avait vu les bonnes pertes de Vermeuren. On s'est dit ah, peut-être que en fait Holberg ça serait avec Vermeuren. Donc voilà, là en fait c'est vrai que je sais pas avec qui il pourrait jouer et j'ai l'impression qu'en fait Holberg on n'arrive pas à juger Holberg seul. Il faut forcément prendre Holberg avec la personne qui joue. Et moi, j'aimerais bien voir Holberg prendre un peu plus d'indépendance et ne pas être dépendant d'un binôme, en fait. Mm. Et ça, pour ça, le problème, c'est que je ne sais pas avec qui ça pourrait le faire, puisque ça tourne à chaque fois. Un coup, c'est Vermeuren, un coup, c'est O'Reilly. Donc, pour moi, ça sera un peu plus compliqué de dire ça, mais en tout cas, pour conclure, le faire partir maintenant, pour moi, ça serait une faute. Ça serait beaucoup trop tôt, ça pourrait déséquilibrer. Là où tu l'as dit, il est important sur le terrain. Je pense qu'il est aussi important dans le vestiaire. Pour moi, ça serait une connerie de le faire partir maintenant. En Il y tout Je avait me cas, aussi, permets, ça va commencer à se je voir que voulais, c'est ton chouchou, Riley. Vas-y, Kylian, très, très, très Je voulais rapidement. rebondir sur, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Yacine sur notamment le bon pendant de Højbjerg au milieu de terrain. Moi, j'avais, dans mon idéal, hein, moi, j'aurais aimé voir la paire Højbjerg-Kondogbia perdurer un petit peu plus au milieu de terrain. Parce que je trouve que Kondogbia a totalement le profil de numéro 6 qui Il nous manque revient. totalement dans ce groupe-là. Et pour moi, en fait, cette paire-là, j'aurais aimé qu'elle perdure dans le temps. Mais le problème, c'est que Kondogbia n'est pas fiable physiquement, il est souvent blessé, donc il est souvent pas là. Donc tu es obligé de mettre un autre joueur à côté de lui. Mais pour moi, cette paire-là, Højbjerg-Kondogbia, on l'a vu notamment sur le match au Bernabeu face au Real, c'est une paire qui, pour moi, si elle avait perduré dans le temps, aurait pu nous faire beaucoup de bien au milieu. Mais bon, heureusement, ouais, on pourra pas la réécrire l'histoire avec Kondogbia qui est souvent blessé, malheureusement. totalement d'accord, moi, avec Kylian. Hein, Kondogbia, dans l'idéal, Rapidement, Samy, hein. c'est le joueur le plus Je te fais complémentaire. confiance. Bah, j'ai perdu l'habitude de faire les choses rapidement depuis que je regarde l'OM de De Zerbi. Mais Kondogbia, dans l'idéal, c'est vraiment le joueur le plus complémentaire avec Højbjerg. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas compter sur lui. Mais si par miracle, sur la deuxième partie de saison, il arrive à être fiable physiquement, faut vraiment les aligner tous les deux. Par contre, je me permets juste une petite précision sur Højbjerg. Moi, dans l'absolu, je ne veux pas trop qu'il parte, mais le match le plus réussi de l'OM cette saison et le plus plaisant à voir, même si l'adversaire était faible en face, c'est un match de Ligue de Champions contre l'Ajax.
Hubert, il joue pas ce match-là, hein. Il est sur le banc. Donc, c'est pas non, s'il vient à partir, je veux bien, hein, sur plusieurs matchs, peut-être qu'on verrait l'impact, mais il y a quand même ça, il y a cet exemple qui existe. L'OM a gagné 4-0 avec un visage très plaisant, et le match, il a regardé comme nous, enfin, pour ceux qui étaient au stade ou à la télé. Donc voilà. Et puis, faut pas oublier qu'à l'OM, il n'y a pas de temps, hein. Trop tôt ou trop tard. Cet été, si il y a un club qui arrive avec 100 millions pour Greenwood, jamais l'OM aurait dit non, mais ça fait qu'un an qu'il est là, il serait parti. Donc, Hmm. si demain il y a une offre intéressante de la part de la Juve ou d'un autre club pour Hubière et que ça permet à l'OM de faire le travail de fond dont on parle depuis tout à l'heure sur les milieux relayeurs, les milieux créatifs, les milieux d'impact, etc. cet hiver, bah, je pense que tu vas peut-être réfléchir à deux fois avant de refuser. En tout cas, on te le souhaite, Samy. Ouais, 30 millions sur bravo. Uber. On te le souhaite. Non, on va passer à Pierre-Emerick Pierre-Emerick Aubameyang, un autre prénom composé. Bon, est-ce qu'il rate trop? Ça, c'est la question. Pierre-Emerick Aubameyang qu'on a recruté, ça, c'était la belle histoire de cet été, enfin, je trouve. J'ai trouvé cette histoire très belle, hein. Faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait été un chouchou du Vélodrome dans une saison assez compliquée. Je trouvais que voilà, ça avait de la gueule, ça avait du romantisme. Aujourd'hui, il en est à 14 matchs à l'Olympique de Marseille. C'est le joueur le plus décisif à l'OM cette saison, derrière Mason Greenwood, qui est à 9 buts, 3 passes décisives, euh, 12 action décisive. Au contraire, c'est Aubameyang qui est juste derrière. Je sais même pas pourquoi je dis au contraire, puisque lui, il arrive juste derrière. 5 buts, 6 passes décisives, donc 11 actions décisives. Malgré tout, peut-être trop de ratés depuis le début de saison. En tout cas, en Ligue 1, il en est à 5. Panicelli en a 7, le meilleur buteur de la Ligue. Lui, il en est à 5, au même titre qu'Ablin, Le Paul, Thauvin, Giroud, des beaux noms quand même. Alors oui, on peut être frustré, mais est-ce que la suite ne peut qu'être bonne en réglant la mire, Kylian? Je pense que la suite peut être bonne. Après, moi, je trouve que c'est un petit peu l'histoire de la carrière d'Aubameyang, je trouve. Moi, je trouve que ça a toujours été un attaquant qui a beaucoup d'occasions. Il a un gros volume d'occasions, Aubameyang. Dans tous les Il s'en clubs où crée il a beaucoup. joué, il a souvent joué dans des équipes qui étaient protagonistes du jeu, qui dominaient quasiment la plupart de leurs matchs. Donc, il avait forcément des occasions. Il était souvent servi, mais il ratait énormément. Même l'année, la première saison qu'il fait à l'OM il y a 2 ans, il a énormément d'occasions et pourtant il marque énormément de buts, mais il a aussi énormément de ratés. On se souvient de la première partie de saison où il faisait des ratés qui étaient incompréhensibles. Je me rappelle d'un piqué, je crois, à Nice, où on perd 1-0. Enfin, il avait énormément de ratés, même sur sa première année à l'OM. Donc j'ai envie de dire que honnêtement, ça fait partie de l'histoire de sa carrière. Ça a toujours été un attaquant qui, certes, marque beaucoup de buts, mais il en croque aussi énormément. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi, je suis pas inquiet pour lui parce qu'en fait, je pense que le joueur est comme ça et bon, il a 36 ans et je pense pas qu'il va progresser à son âge-là. Donc, moi, je pense honnêtement que c'est pas inquiétant pour lui. Il a toujours été comme ça. Ça a été un attaquant qui, certes, marque beaucoup, mais qui, certes, va rater énormément. Il a été frustrant de ce côté-là et je pense que ça ne devrait pas changer, du moins pour cette saison. Yacine, bon, Aubameyang, on l'a vu beaucoup marquer, 30 buts la saison gassée. Aujourd'hui, il a rajouté une petite corde à son arc, même s'il faisait déjà des passes décisives. Là, on a l'impression qu'il compense un peu son âge avec un nouvel apport, c'est les passes décisives. Alors, il est à 6 passes décisives, comme je vous l'ai dit, à plus de passes décisives que de buts marqués. L'OM marque, quand il joue, il marque, même si c'est pas le meilleur buteur. Et son rôle actuel, j'ai l'impression que c'est plus dans la création offensive. C'est-à-dire qu'il va faire des passes, il va jouer aussi pour les autres. Il va envoyer des ballons dans le dos de la défense. Je trouve qu'il fait beaucoup ça. Il se met en retrait, il reçoit le ballon, il va envoyer un autre joueur, que ce soit Paychao, que ce soit Greenwood, que ce soit Bass quand il rentre. On a vu sa bonne entente avec le jeune Robinho Bass, ça c'est sympa. Il est dans le top 1 en Europe des passes décisives attendues. Il a rajouté cette corde à son arc. Il l'a rajouté certainement, et c'est pour moi en fait Il l'a le problème, c'est amélioré. qu'on a l'impression que être attaquant, ça veut forcément dire planter des buts. Je vais reciter Karim Benzema qui avait dit une fois dans une interview, il avait dit l'attaquant en fait c'est celui qui saura jouer au foot, qui saura se positionner et de temps en temps se faire la passe au joueur qui sera le plus disponible.
Et tant que ça mène à la victoire à l'OM, alors oui, c'est vrai que ça peut être frustrant parce qu'Aubameyang, il en a planté pas mal la saison justement où il était là la première fois. Après, ça a mis du temps, hein, comme l'a dit Kylian, ça avait mis du temps, ça avait très mal commencé. Moi, Aubameyang, ça avait commencé à enchaîner les buts, si je dis pas de bêtises, à partir du match contre l'Ajax en Europa League. Même il a fait ainsi, voilà, calmez-vous ou taisez-vous, Octobre-novembre, je ouais. sais plus, à partir de novembre. Donc voilà, bon, on est encore en novembre justement. Et si je dis pas de conneries, le match c'était un 30 novembre, le 4-3. Mais voilà, peut-être il mettra un peu plus de temps à démarrer le style buteur. Mais si derrière Aubameyang termine avec, je sais pas, 20 passes décisives et qui ont contribué à des victoires de l'OM, mais moi ça me va, hein. Mais tous les jours ça me va. Alors ouais, peut-être qu'il y aura pas 20 buts. S'il termine, franchement, 25 passes décisives, 10 buts, ça me va. Moi, Ce pour serait un moi, ça me miracle. va. En fait, moi, tant que l'OM gagne et je vois qu'il a un impact dans le jeu, ça me va. Je rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Giroud sur le fait qu'il avait marqué 0 but à la Coupe du Monde 2018. Sauf que t'interroges des gens qui ont vu ces matchs, t'interroges même ses coéquipiers ou des joueurs adverses, ils ont dit, ouais, mais sauf que Giroud, par sa présence, il pesait sur les défenses adverses. Par sa présence, il pesait. C'est fort de dire ça, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire que par sa présence, le mec est capable de déstabiliser une défense adverse. Mm. Donc là, pareil pour Aubameyang. Alors voilà, j'espère pas qu'il terminera à 0 but, mais au moins s'il a ce rôle de passeur, ça me va très bien. Ouais, de par les mouvements, de par les espaces créés. Samy, est-ce que De par ses passes et puis les partenaires qu'il a aussi devant. Je rappelle que voilà, il a Greenwood, tu l'as dit. Il y a aussi le retour de Amine Gouiri qui est attendu. Il y a Vaz. Enfin, voilà, et puis c'est un joueur qui avait dit, voilà, on avait déjà parlé l'autre fois, qui voulait prendre sous son aile, Robinho Vaz. Je pense que voilà, à mon avis, le rôle du buteur, je pense que cette saison, on attendra plus Mason Greenwood que Aubameyang. Je peux comprendre que ce soit frustrant, que des fois en plus il avait de belles occasions Aubameyang. Je pense notamment à des matchs Paris contre Brest? en Ligue des Champions. Et le Real. Voilà, ouais. Et le Real, ouais, c'est sûr. Et même le dernier match Brest. contre Brest, même celui, je crois, contre Angers. À un moment donné, je crois qu'il avait Angers, Oui. Angers, contre à la fin, Angers. il a une grosse occasion qu'il doit marquer. Mais c'est frustrant parce que derrière, il n'y a pas eu de victoire, en fait. Mm. C'est frustrant parce que ça aurait pu inverser le cours du match. Moi, ça me frustre pas que tu rates. T'es un attaquant, tu vas en rater. Mais comme tout le monde. Messi a raté, Ronaldo a raté, Zidane, Henry, tout le monde rate. Le problème, c'est que voilà, c'est que c'est frustrant parce que il rate sur des occasions qui peuvent renverser le cours du match. Là, Mm. effectivement, voilà, c'est plus frustrant. Mais moi, c'est pas frustrant que tu rates, mec. T'inquiète pas, tout le monde va rater. Tu vas rater et comme tout le monde. Samy, Juste rate au bon moment. Voilà, c'est ce que je veux dire. bien dit. Samy, Gouiri va revenir. Tu penses que ça va permettre à Aubameyang aussi de se reposer? On a vu qu'il avait été que 2 fois sur le banc. C'était peut-être pas ce qui était convenu à son arrivée à 36 ans. Est-ce que tu es confiant pour la suite? Il a quand même marqué son but contre Brest. Ça fait du bien aussi au mental. On a parlé de sa montée en régime sur sa première saison à l'OM. Est-ce que tu es confiant? Et est-ce que tu penses que le retour de Gouiri va faire du bien à Aubameyang et aussi à l'OM, effectivement? Juste petite précision, mais pour l'occasion face à Angers, parce que les gens lui ont beaucoup tapé dessus et on continue à lui taper dessus, le fautif, c'est pas lui, c'est O'Reilly. Parce que si O'Reilly sait bien faire son travail, il continue à porter le ballon pour justement fixer le défenseur et que le défenseur puisse. Il n'a pas le choix, à un moment donné, le défenseur, il est obligé de sortir sur lui. Si le défenseur il sort sur lui, derrière, il a juste à la glisser à Aubameyang. Aubameyang, pas besoin de faire le crochet pour dribbler le défenseur. Il se retrouve en face à face au gardien et là, il choisit comment marquer le but. Soit en bas du pied, soit en pointe. Il fait ce qu'il veut. Mais parce que O'Reilly ne sait pas faire son taf, il n'a pas voulu porter le ballon. Il s'est débarrassé du ballon, il a donné à Aubameyang alors que le défenseur, il était encore sur ses appuis. Et là, Aubameyang, au lieu de se dire, bah, comment je vais frapper, il va se dire, comment je vais éliminer le défenseur. Sauf que le défenseur, il devait se faire éliminer par O'Reilly. Mais de toute façon, Et ma question, Samy. et donc maintenant, pour répondre, non, mais parce que. Et maintenant, pour répondre à ta question, bah déjà pour moi, c'est pas une question, c'est une affirmation. Tout à l'heure, Kylian a commencé un peu à en parler. La première saison d'Aubameyang à l'OM, parmi les 5 attaquants, je me rappelle, il y avait une stat qui était sortie à l'époque. Il y avait David, Lacazette, Ben Yedder, Aubameyang et un cinquième, je sais plus c'est qui. C'est le joueur qui avait le plus de grosses Wai, je occasions. crois. Wai, effectivement, effectivement, totalement. C'était le joueur qui avait le plus de grosses occasions, c'est le joueur qui en ratait le plus. Enfin bref, toutes les stats défavorables, elles étaient en sa faveur. En sa défaveur plutôt. Donc c'est pas une question, c'est une affirmation. Ça, on le sait que c'est un joueur qui rate beaucoup et qui a besoin d'un gros volume d'occasions.
Maintenant, pour le débat et pour les reproches qui lui sont faits actuellement, on parle d'un joueur qui a marqué 5 buts et 6 passes décisives. On n'est qu'au mois de novembre, c'est-à-dire qu'il est impliqué, je ne suis pas très bon au calcul mental, il est impliqué sur plus de 10 buts. Il est impliqué sur plus de 10 buts. 25%. C'est 25%. Et il est impliqué sur voilà et on nous dit qu'il rate trop. Mais moi, si cet été on m'avait dit qu'au mois de novembre, Aubameyang il serait déjà à 5 buts, bah moi je prends tous les jours 5 buts au mois de novembre. Ça veut dire que s'il continue comme ça, il passera largement la barre des 10 buts. Et la différence avec son premier passage, c'est que là, tout le poids des buts n'est pas sur lui. Il a des joueurs comme Greenwood à côté, il a des joueurs comme Gouiri qui va revenir. Donc s'il met que 10 buts à la fin de saison, c'est loin d'être dramatique. Après, C'est ce que j'ai dit. tout à l'heure, tu parlais de Benzema qui disait ouais, mais si t'es bon dans le jeu, c'est pas grave si tu mets pas de but. Le problème d'Aubameyang, c'est qu'il est pas bon dans le jeu. C'est pas un point de Il perd beaucoup de fixation. ballons. C'est pas un Mais point de il fait fixation des qu'on bons peut passes, bonnes trouver. passes. C'est pas un point de fixation qu'on peut trouver justement pour garder le ballon, temporiser, faire monter le bloc. C'est un joueur qui perd énormément de duels. C'est un joueur qui perd. Bon, duel aérien, ça a toujours été son gros point faible. Mais même duel au sol, c'est un joueur qui garde très peu le ballon de haut jeu. Mais c'est un joueur qui bonifie les ballons. Et ça, c'est invisible dans les stats. L'occasion face enfin, le penalty qu'il provoque contre Le Havre, où il reçoit un ballon dégueulasse et il le bonifie derrière parce qu'il contrôle, il se retourne et il se met face au but et tu as Lloris qui est obligé de faire main. Bah ça, c'est invisible dans les stats, mais c'est une occasion qui s'est créée par lui-même et c'est un penalty qu'il a provoqué par lui-même. Contre le Pareil, Paris FC aussi. l'avant-dernière passe sur Peshao contre Brest, que quand Peshao se fait pousser dans la surface et qui provoque le penalty, bah la passe juste avant, c'est Aubameyang et ça c'est invisible dans les stats. Donc il faut pas oublier tout ça. Moi je pense que quand Gouiri reviendra, bah ils repartiront sur ce qui a été convenu, c'est-à-dire une forme de 50-50, 60-40, 70-30, peu importe, et ça sera très bien comme ça. Mais moi aujourd'hui Giroud il est à 5 buts, 0 passe décisive et Aubameyang il est à 5 buts, 6 passes décisives plus tout le travail invisible que je viens de citer, et on me les met dans le même sac, moi je suis pas d'accord. Merci. En tout cas, bon, on va enchaîner avec le débat. Parce que effectivement, là, on est déjà à près de 50 minutes. On va essayer de faire un peu moins d'une heure. On va essayer d'y passer 10 minutes sur ce débat. C'est même pas forcément un débat parce que je pense qu'on va être tous à peu près d'accord. Kylian, je me tourne vers toi d'abord. Est-ce qu'il faut euh, avoir une sorte de priorité entre le championnat et la Ligue des Champions? Est-ce que on doit faire all-in sur quelque chose ou jouer à fond les deux compétitions? Pour moi, il faut jouer à fond les deux compétitions. Il n'y a même pas de. Je vois pas pourquoi on réfléchirait parce qu'au final, ça servirait à quoi de se qualifier en Ligue des Champions et de rien faire et d'attendre encore l'année d'après pour se requalifier en Ligue des Champions? Enfin, je comprends pas. En tout cas, on n'est pas l'OGC Nice, quoi. Non, mais tu as quasiment tout dit. J'allais dire exactement la même chose. Pour moi, on doit jouer à fond les deux compétitions. Et pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir parce que ça serait quand même dommage. On s'est battu toute la saison dernière pour se qualifier pour cette Ligue des Champions, pour qu'au final, on arrive à 4 matchs de la fin du premier tour en disant que, ah ben non, mais en fait, on va privilégier le championnat pour aller chercher un possible titre qui, honnêtement, c'est mon avis, ne dépend pas de toi, honnêtement, dépendra surtout du Paris Saint-Germain et de la forme qu'aura le Paris Saint-Germain pendant la saison. Parce que si le Paris Saint-Germain lâche des points, oui, bien évidemment, tu dois être la deuxième équipe qui doit être derrière pour essayer un petit peu de les challenger. Mais si le Paris Saint-Germain décide de te mettre 10 points d'avance, eh bien, ils vont te mettre 10 points d'avance. Donc, en fait, la course au titre, ça dépendra surtout du Paris Saint-Germain et pas de toi. Parce que toi, tu peux faire un très bon championnat, gagner quasiment tous tes matchs et pas être champion à la fin parce que tu as une équipe qui aura fait plus de points que toi par match. Donc, je ne vois pas pourquoi tu ferais all-in sur quelque chose de très, très utopique. Pour moi, tu dois jouer à fond les deux compétitions. La Ligue des Champions, on s'est battu toute la saison dernière pour la jouer. Et voilà, en plus, la qualification est certes mal embarquée, mais elle n'est pas morte. Il reste 4 matchs. Je pense que 2 victoires, un match nul suffira, je pense, pour passer. C'est totalement dans les cordes de l'OM, j'ai La envie de te dire, logique. même si les 4 adversaires seront très, très compliqués, c'est totalement faisable. Donc non, pour moi, il n'y a pas de choix à faire. Pour moi, on doit jouer les deux compétitions à fond et essayer de faire le mieux possible sur les deux compétitions. Et si l'opportunité d'un titre, Kylian, tu l'as dit, t'en as parlé, toi, même s'il y a l'opportunité d'un titre, tu joues les deux à fond. Mais si tu vois, même le football va trop En vite, fait, le problème de l'opportunité du titre, c'est qu'on n'est qu'au mois de novembre. Donc, en ouais, fait, l'opportunité du titre, tu l'auras quand? Tu l'auras peut-être en C'est le mars-avril. Mais en retour. mars-avril, est-ce que tu ouais. seras C'est encore le dans le coup retour. pour la Ligue des Champions?
Oui, On va y effectivement. croire, hein, peut-être, hein, mais ça me paraît quand même très très utopique de penser qu'en mars-avril, on sera encore en Ligue des Champions. Donc en fait, l'hypothèse du titre, c'est encore trop tôt pour se positionner là-dessus. Et encore une fois, comme je le répète, si le Paris Saint-Germain décide de te mettre 10 points d'avance, ils vont te mettre 10 points d'avance et tu pourras pas lutter parce que même si tu auras fait un championnat quasiment parfait, tu auras une équipe qui va faire un championnat encore plus parfait que toi. Donc, en fait, l'hypothèse du titre, au mois de novembre, pour moi, c'est trop tôt pour se positionner là-dessus et de tout miser là-dessus. Et ce serait une grosse erreur de le faire, d'ailleurs. Yacine, est-ce que ce serait un échec pour toi que l'OM de De Zerbi, avec tous les moyens employés, qu'on soit pas dans les 24 premiers? Bon, on rappelle, en Ligue des Champions, on a eu 3 défaites et une seule victoire contre un adversaire qui était extrêmement faible. Aujourd'hui, Marseille est 25e, donc on est aux portes des barrages, mais il reste à affronter quand même Newcastle et Liverpool Je- je- à domicile. L'USG et Club Brugge, pardon, tu voulais me dire que je buguais? Non, non, t'inquiète pas, je vais dire, je vais faire très très court parce que comme tu as dit le tantôt, je vais essayer de faire très très court. Le truc c'est que il reste ces matchs-là. Moi, pour moi, j'ai pas même pas envie de parler de titres, comme l'a dit Kylian, voilà. Et je dis moi, pour moi, j'ai toujours arrêté de parler de titres, que ce soit même les supporters. Je vois des gens qui disent ouais, après la victoire contre Brest, il y a des gens qui sont sortis du stade, ils ont dit ouais, PSG, on est juste derrière vous. Mais taisez-vous en fait, vraiment, je vais pas me faire des amis, je le sais. Mais arrêtez de parler de titres. Tu me parleras de titres quand tu auras le titre dans la main. Avant, n'en parle pas, s'il te plaît. Ensuite, c'est vrai que comme l'a dit Kylian, ce serait dommage. Tu t'es battu pour aller en Ligue des Champions, pour retourner en Ligue des Champions, de ne pas finir au moins barragiste. Maintenant, moi, demain, l'OM termine dans les 24 premiers, mais se fait éliminer, par exemple, je sais pas, en barrage ou en huitième, mais derrière te ramène la Coupe de France, ça me va. Hein. Ça me va. Je rappelle que On avait oublié la Coupe de France. l'OM, c'est un club qui n'a pas connu de titre depuis des années. Il y a des gens qui supportent l'OM là derrière la télé et dans les tribunes du Vélodrome. Ils n'ont jamais vu un titre à l'OM, hein, à part Moi, le j'avais pas la télé IF. en 2010. Voilà, mais ils n'ont jamais vu un titre. Ils n'ont jamais, même les coupes de la Ligue, ils ne les ont jamais vues, tu vois. Et la compétition n'existe même plus. Donc, arrêtez de parler de titres. De Zerbi, après, a dit, oui, il y a des équipes l'année dernière, au même moment, elles étaient encore en zone d'élimination et elles ont fini par se qualifier. Il y en a même une d'entre elles qui est soulevée à Champions League. Oui, c'est vrai. Par contre, Molo, avec tout le respect que j'ai pour De Zerbi, ce n'est pas, premièrement, l'OM n'est pas le PSG, comme l'a dit Kylian, le PSG peut être encore plus parfait que nous. Et puis, tu n'es pas Luis Enrique. Avec tout le respect que j'ai pour De Zerbi, hein, mais tu n'es pas Luis Enrique et voilà, ne faut pas s'amuser à comparer. Oui, mais parce que eux l'ont fait, nous on va le faire. Je pense que ce soit le championnat ou la Ligue des Champions, il faut que l'OM fasse de son mieux sur les deux tableaux. On va pas privilégier un truc, on va faire de notre mieux partout. Championnat, Coupe de France, Ligue des Champions. On prend les matchs les uns après les autres, on se focalise sur chaque match. Je veux des morts de faim sur chaque match. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses, match après match. On va pas commencer à faire des calculs, ouais, mais en mars, on sera là, etc. Il y aura le PSG. Non, tu prends les matchs les uns après les autres. Pas de calcul. Samy, est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport aux 2 dernières questions? Aussi, tu vas clore ce DLZ numéro 27. Est-ce que tu auras, si jamais on n'est pas dans les 24 premiers, est-ce qu'au vu des scénarios, on va parler du Sporting, du Real, on parle de la malchance contre le Real et contre le Sporting, peut-être, on peut parler de malchance, on parle de suffisance ou même d'incompétence contre l'Atalanta. Est-ce que tu auras envie d'être gentil avec l'équipe de Roberto De Zerbi et Roberto De Zerbi, si on n'est pas dans les 24 premiers, est-ce que tu diras, OK, on s'est bien battu quand tu vois ces 4 premiers matchs? Ah, mais si on est très honnête, quand De Zerbi est arrivé à l'OM, qu'est-ce qui nous avait été présenté? On nous a vraiment présenté un entraîneur qui va faire passer le club dans une nouvelle dimension, sans devenir Paris, sans devenir le Real, hein. Mais on nous a vraiment présenté le truc. C'est vraiment le mec, normalement, il a rien à faire ici. Normalement, il entraîne des grands clubs. Là, il va venir à l'OM. Donc, il va vous faire passer dans une nouvelle dimension. Avec lui, c'est fini de se ridiculiser en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, en championnat, on sera le deuxième incontesté et voire plus si affinité. Et donc là, première saison de Ligue des Champions, si l'OM n'est pas dans le top 24, qu'est-ce qui différencie De Zerbi de tous les autres entraîneurs qui sont passés par l'OM? Donc tous les autres entraîneurs qui ont fait élimination en phase de poule et deuxième, troisième en championnat. Qu'est-ce qui va différencier De Zerbi de Jorge Sampaoli qui s'est fait éliminer en phase de poule de l'Europa League et qui a fini deuxième en championnat? Qu'est-ce qui va différencier De Zerbi de Igor Tudor qui s'est fait éliminer lui aussi en phase de poule de Ligue des Champions et qui a fini troisième en championnat? Si lui a le même résultat en Coupe d'Europe et qu'il a exactement le même résultat que eux en championnat, qu'est-ce qui les différencie d'eux? On va me dire le jeu, mais le jeu, il est au moins euh,
pareil qu'eux, même si moi j'ai tendance à dire qu'il est moins bon qu'eux, mais même le jeu, on a rien vu de révolutionnaire. Donc en fait, il aura exactement les mêmes résultats qu'eux. Et donc on nous aura menti sur ce qu'on nous a dit au début. Donc non, pour moi, il faut aller absolument chercher le top 24. Le fait qu'on se pose la question, pour moi, c'est scandaleux parce que c'était pas du tout ce qu'on nous avait promis. Et comme l'a dit Kylian, parce on reste des supporters, on n'est ni joueurs ni dirigeants. Moi, quand tu me parles de Ligue des Champions, toute l'année, la saison dernière, c'est pas pour qu'une fois quand tu arrives et que moi je vais supporter l'équipe pendant 8 matchs, je me dise bah, je fais 8 matchs et puis s'en va. Non, moi là je suis là pour supporter, c'est pareil pour le titre. Moi je suis pas. J'aurais aimé être un joueur et dire chaque week-end en zone mixte non, mais de toute façon, nous on se concentre sur les 3 points et puis on prend les matchs les uns après les autres et on s'enflamme pas. Sauf que moi je suis pas joueur, je suis supporter. Donc j'ai pas la même communication qu'eux. Moi, chaque week-end, je suis devant les matchs avec ma calculatrice et je compte les points et la différence de but avec Paris et s'ils perdent et s'ils font match nul parce que je suis supporter et j'ai que ça à faire. Ça, c'est leur discours à eux et c'est le discours des dirigeants de tempérer. Mais moi, c'est pas mon discours à moi et je n'ai pas à faire ça. Donc moi, je crois au titre et je crois dans le même temps en parallèle au top 24. Et après, si ça se fait pas, on verra selon les circonstances. Effectivement, comme tu l'as dit, Tino, on s'est fait voler à Lisbonne, on s'est fait voler un petit peu à Madrid, donc peut-être que ça va nuancer. Et encore, parce que normalement, avec 2 défaites, tu es censé passer si tu fais le travail. Sauf que contre l'Atalanta, même si tu t'es fait voler, tu mérites. Enfin, c'est dur de dire que tu méritais pas mieux. Parce que même quand tu es à chier, tu mérites un bon arbitrage. Mais pendant 89 minutes, tu n'as rien montré pour gagner cette équipe de l'Atalanta. Donc en fait, j'ai pas envie de chialer pour toi. Moi, j'ai envie de chialer pour toi à Madrid, j'ai envie de chialer pour toi à Lisbonne, mais à l'Atalanta, j'ai envie de te dire bien fait parce que normalement, le taf, tu le fais bien avant. Mais en tout cas, moi, je me pose vraiment la question, qu'est-ce qui va différencier De Zerbi de ses prédécesseurs s'il fait exactement le même bilan, c'est-à-dire podium plus élimination en phase de poule? Je peux juste répondre un petit truc vraiment rapide. Yacine Je pour pense finir. qu'on peut pas, on peut pas comparer les cas de Zerbi, comme tu disais, avec Tudor, etc. Parce que premièrement, ce format de la Ligue des Champions, qui est une nouveauté pour l'OM, Bah, il est plus facile. n'a ja- Il est plus facile. il est censé être plus facile en termes de Ouais, mais possibilités non, non, bah non, c'est pas plus facile. T'as peut-être plus de chances de ramener des points, mais c'est pas spécialement plus facile. Ensuite, t'as parlé de Sampaoli. Ouais, il s'est fait jarter de la phase d'Europa League, mais derrière, t'as eu la Conference League où tu étais à 2 doigts de ramener un trophée non, non, Ouais, non, mais européen. non. Je bon. précise. Non, non, il n'y a pas eu de Ouais, conférence mais League. Non, bon, non, non. on va Non, non, pas il n'y a pas eu de jusqu'à se conférence League. rabaisser à la Conférence League quand Non, même, non, il n'y a les pas gars. eu de, il y a pas eu de conférence Avec League. tout le respect pour la Conférence League, mais bon, quand même. Il y a pas eu, Non, mais, il y a pas eu de non, mais conférence League. Non, non, non. attends. Donc, dans ces cas-là, les supporters qui sont allés au Vélodrome contre Feyenoord, contre le Non, PAOK, mais j'y étais, etc., ils ont, non, mais j'y étais au stade hein, contre Feyenoord, attention, je dis pas le contraire. Mais faut, ce que je veux dire, faut, c'est que tu peux pas mettre sur le même pied d'égalité une Conférence je te League dis pas, par rapport attends, à une Ligue des Champions ou une je te Europa dis pas League. que c'est pareil. Je te dis pas que c'est pareil. Je te dis juste qu'on a eu aussi une certaine épopée européenne. Alors ouais, c'était moins kiffant que l'Europa League en 2018. C'était peut-être moins kiffant que l'Europa League qu'on a fait à l'époque Gasset où on était vraiment en galère et que l'Europe était la seule bouffée d'air frais de l'OM. Mais je dis juste que euh, aucun entraîneur en fait de l'OM a eu ce retour en Ligue des Champions. Et je précise, c'est un retour parce qu'en fait le problème avec l'OM, c'est que c'était irrégulier. Un coup on est en Europa, un coup on va à Champions League, un coup on fait à la conférence. On n'a pas eu encore, on a enchaîné 3 saisons par exemple Avec De de Zerbi est Champions l'artisan League. du retour. Voilà. Donc moi, si par exemple déjà la première étape c'est retourner en Champions League, on est retourné. Ensuite, c'est d'essayer de faire un truc. Alors si on va en barrage, bien sûr que j'attends un minimum qu'on fasse les barrages. Moi, j'attends pas que l'OM se fasse éliminer. Par contre, sur le long terme, moi, ce que j'aimerais, c'est que déjà l'OM retourne tout le temps en Champions League et ensuite, déjà, franchir un cap. Moi, comme je dis, si déjà on se fait éliminer en barrage, mais que derrière tu me ramènes la Coupe de France et que tu te qualifies en Champions League à la deuxième place, ça me va. Ça me va. Par contre, le but derrière, pour répondre à Samy, c'est qu'effectivement, derrière, tu progresses. Derrière, tu te qualifies régulièrement en huitième. Et pourquoi pas, dans 2 ans, ou même dans l'année prochaine, tu ramènes enfin le championnat à l'OM. Mais ça Attends, de toute demande façon, du moi, je temps. suis, de toute façon, moi, Ça je suis demande du temps. toute façon, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai toujours dit et je tiens toujours ce discours-là. Pour moi, si on n'est pas dans les 24 premiers, c'est un échec. Très clairement. Et on peut m'expliquer ce qu'on veut par rapport à l'arbitrage, par rapport à nos prestations. Oui, j'étais le premier à taper sur l'arbitrage après le match contre l'Atalanta, contre le Sporting, contre le Real. J'étais aussi le premier à taper également sur le jeu proposé contre l'Atalanta. Mais à partir du moment où, dans les 24 premiers, quand tu regardes le classement actuel de la Ligue des Champions,
tu vois des Pafos, tu vois des Karabag, avec tout le respect encore une fois pour ces équipes-là qui sont devant nous et que nous, on n'est pas qualifiés, bah excusez-moi, ça la fout un petit peu mal. Donc pour moi, si on n'est clairement pas dans les 24 premiers, oui, c'est clairement un échec. Et pour moi, il ne faut pas se cacher par rapport à ça. Surtout Monaco est devant nous, donc ça fait un peu chier. Vas-y, Samy, fini. Oui, devant nous, avec 5 entraîneurs différents, juste cette saison, des joueurs non valides physiquement. Mais nous, il faudrait qu'on attende qu'on revienne en Ligue des Champions dans 3 ans, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on pourra penser à aller en huitième. Par contre, juste petite précision, pour la Conference League, c'est pas une épopée. La Conference League, tu t'y es retrouvé uniquement parce que t'as pas été foutu de te qualifier et de sortir de ta phase de poule en Europa League. Donc, c'est pas comme si Moi, la tu te Conférence League, qualifies pour j'arrive une. pas à la compter comme une épopée parce que franchement, Exactement, parce on que n'a rien à c'est pas faire en comme si. Conférence League de base. Vous allez me dire, vous allez me dire, vous Exactement, n'avez pas voilà. kiffé. Le problème, c'est que Non, je t'arrives, vais pas c'est te pas. dire. En fait, je vais pas te dire qu'on n'a pas vibré en Conférence League. Le but de T'as rien Payet, à faire c'était ici. Pau qui m'a fait vibrer, ça y a pas de souci. Mais ce que je veux te dire, c'est que en temps normal, on n'a rien à faire dans cette compétition-là. Donc tu Ça, peux je suis pas d'accord. classer ça comme Ça, une je suis épopée d'accord. par rapport à l'Europa League et à la Ligue des Champions parce qu'on n'avait rien à faire là en fait. Les gars, C'était on un conclut. échec de se retrouver On là. conclut. Et, On en parle en et, privé. et donc voilà. Donc pour moi, en fait, moi j'en ai marre de cette. En fait, de Zerbi, le projet, j'en ai marre de cette procrastination. En fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on reporte. La saison dernière, on se faisait chier devant la télé, on nous disait non mais la saison prochaine, on va prendre du plaisir. Parce que les joueurs, ils auront compris le déserbisme et tout, je sais pas quoi, et donc on va prendre du plaisir. Cette année, on revient en Ligue des Champions et on reporte encore. On dit la saison prochaine, on va revenir en Ligue des Champions et c'est à ce moment-là qu'on pourra sortir du top 24. Et pareil pour le championnat, on nous dit non mais ça aussi c'est dans 2 ans, on pourra penser au championnat. Ah, c'est bon, faut arrêter de reporter. On est des supporters, on n'est pas, ça va, on est nuancé, on n'est pas complètement fou, mais on peut pas passer notre temps comme ça à reporter les choses. On n'est pas, moi je sais même pas si je serai en vie dans un an, dans 2 heures. Donc faut arrêter de nous dire non mais la saison prochaine. Et j'ai l'impression que c'est qu'avec De Zerbi que j'entends ce discours-là. Avec les autres entraîneurs, on m'a jamais parlé de assimiler les idées de son football. Avec Sampaoli que je porte pas dans mon cœur, on m'a jamais dit non mais il faut attendre la saison prochaine. On a des résultats dans le jeu immédiat. Alors c'est des résultats qui n'ont pas tenu sur la durée, mais on a vu des choses qui nous ont fait plaisir au bout de 2-3 mois. D'ailleurs c'est le meilleur passage de Sampaoli, c'est août, septembre, octobre, et ça faisait 6 mois qu'il était là. Pareil pour Tudor, dans le jeu, on a vu des résultats immédiats. Il n'y a qu'avec De Zerbi qu'on me reporte et qu'on procrastine à ce point. Allez, Samy, merci. J'avais dit un Samy sévère, pressé aussi, mais juste. D'ailleurs, comment va le crayon à papier qui est dans ta main là? Il est pas trop. Tu l'as Il pas l'a cassé? broyé. Il l'a broyé. Merci en tout cas, Samy, Yacine, Kylian, c'était un plaisir. On est un peu dépassé, mais c'est pas grave, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de DLZ, donc ça fait plaisir. On vous mettra aussi des capsules euh, un peu récapitulatives pour chaque sujet sur le YouTube. Voilà, l'émission Bon courage complète pour en le tout cas. montage. Merci beaucoup, mais ça va le faire, ne t'inquiète pas. Mais franchement, on a eu pire. Déjà, on n'a pas eu de bugs. Si tu rajoutais à ça les bugs, ça aurait été compliqué. Mais aujourd'hui, vous avez été parfait au niveau de la connectique. Donc, je vous dis merci. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, sur YouTube, pétez les barres de like, les commentaires. N'hésitez pas à débattre, dire si vous êtes d'accord avec Samy, Kylian, Yacine, même avec moi. Si j'ai dit n'importe quoi à un moment, dites-le. Et puis, allez voir ce qu'on fait sur Insta et Twitter. Les gars, je vous dis merci. Merci pour ce 27e DLZ. À bientôt. Ciao. À la prochaine. Ciao.